Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 67. Ça fait maintenant quasiment 10 jours que j'ai mon nouveau téléphone. Comme je l'avais dit à l'épisode précédent, cette année j'ai jeté mon dévolu sur un iPhone 11 Pro Max. Et j'ai décidé aujourd'hui de revenir avec vous sur les points forts, les points faibles. Est-ce que c'est une bonne itération de l'iPhone ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer si vous possédez déjà un iPhone récent ? Et revenir un peu sur toute l'utilisation que j'en ai eue sur ces 10 jours, 10-15 jours. Premier point sur lequel je voulais revenir, le design du téléphone. On le sait, on l'a vu lors de la conférence, le design n'a pas foncièrement changé sur ces téléphones. Il y a quand même quelques points qui le différencient des anciens modèles. Et le plus gros des points, les triples capteurs photo. Lors de la conférence, on aurait pu croire, et beaucoup l'ont dit, beaucoup l'ont critiqué dans les médias, ce triple capteur qui faisait énorme au dos du téléphone, avec cette espèce de proéminence qui pouvait vraiment paraître très gros. Au final, après quasiment 10 jours d'utilisation, je me rends compte qu'Apple l'a plutôt bien intégré. J'ai même l'impression que c'est... Alors, peut-être que c'est un effet d'optique, mais j'ai même l'impression que c'est moins proéminent que sur la série des iPhone 10. Alors, peut-être, comme je vous dis, que c'est un effet d'optique, mais franchement, alors moi, dès que j'ai reçu mon téléphone, je l'ai mis dans une coque, et quand il est dans une coque, franchement... ça jure pas plus que les anciens modèles. Donc, comme je vous dis, au final, pour moi, c'est vraiment bien intégré. Et il est vraiment beau comme ça. Autre changement de niveau design, mais qui n'est visible que sur les iPhone 11 Pro, c'est le dos. Le dos, on le sait, sur les anciens modèles, était dans un vert brillant qui glissait énormément. Là, sur la série des Pro maintenant, ils ont décidé de mettre un dos en verre, mais dépoli, qui fait un peu cet aspect mat sur le dos du téléphone. Alors franchement, comme je viens de vous le dire, moi mon téléphone je l'ai mis aussitôt dans une coque, pas envie de l'abîmer, un téléphone à ce prix là, mais franchement le dos en verre dépoli fait vraiment haut de gamme. C'est une finition qui est vraiment très très belle. Alors peut-être des gens vont le laisser sans coque. Moi je sais que j'ai pas pris aucun risque et j'ai préféré le cacher aussitôt. Autre chose concernant ce dos, justement, je vous l'ai dit avant, on aurait pu croire que le fait que ça soit dans un verre dépoli, ça serait moins glissant en main. Clairement, le peu que j'ai pu tester sans coque, il n'y a aucun changement. Le téléphone est toujours une vraie savonnette. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est mettez-le tout de suite si vous l'achetez, mettez-le tout de suite dans une coque dès sa sortie de la boîte. Ça serait vraiment dommage d'abîmer un téléphone à ce prix-là dès sa sortie de la boîte, on va dire. Le dernier changement, si on peut appeler ça un changement au niveau design extérieur, c'est l'arrivée d'une nouvelle couleur. Cette année, les iPhone 11 Pro. Alors là, je vais surtout parler dans cet épisode des iPhone 11 Pro parce que c'est celui que je possède. On le sait, sur les iPhone 11, il y a toute une série de couleurs, il doit y en avoir 6 ou 7. Mais sur les iPhone 11 Pro, l'année dernière, il y avait le gris sidéral, le doré et l'argent. Maintenant, cette année, vient se rajouter à ces 3 couleurs le vert nuit. Lors de l'achat, j'ai vraiment hésité de prendre un vert nuit et je me suis demandé si j'allais pas me lasser de la couleur assez vite. Donc j'ai plutôt pris un gris sidéral comme je fais tous les ans. Mais d'après ce que j'ai pu en voir, des images que j'ai pu en voir, le vert nuit fait vraiment quand même de l'effet. Ça a l'air d'être une vraiment belle couleur. Au niveau du design de l'iPhone, c'est tout ce qu'il y a comme changement cette année. Le reste du téléphone, c'est strictement la même chose que sur les séries des X et des XS. Donc voilà, si vous possédez déjà un téléphone de ces séries-là, vous ne verrez pas de grosses différences. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, l'autonomie et la batterie, qui cette année est pour moi un des points les plus importants du téléphone. Pendant la conférence, Apple en a rajouté des couches et des couches en disant qu'ils avaient amélioré l'autonomie des iPhones. Alors,
pour citer Apple, sur les iPhone 11, ils ont annoncé 1 heure d'autonomie en plus. Sur les iPhone 11 Pro, donc les petits modèles, les 5,8 pouces, ils ont annoncé 4 heures d'autonomie en plus. Et sur les 11 Pro Max, les grands modèles de 6,5 pouces, ils ont annoncé jusqu'à 5 heures d'autonomie en plus. Alors, clairement, on le sait, la première semaine, les 2 premières semaines d'utilisation d'un téléphone, c'est des semaines qui drainent énormément de batterie pour plein de raisons différentes. Déjà, premièrement, c'est les premiers jours, c'est là que tout se réinstalle, les photos se réinstallent, tout ce que vous avez sur votre téléphone. Donc ça draine énormément de batterie. Et puis autre point sur lequel ça joue énormément, c'est que les premiers jours, on joue beaucoup avec son téléphone. On essaye les nouvelles fonctionnalités, on teste tout un tas de trucs, on a envie de jouer avec, ce qui est normal. Ce qui est normal en soi, mais voilà, c'est cette semaine-là, ces 2 premières semaines-là sont vraiment assez éprouvantes pour les batteries des téléphones. Donc il ne faut pas forcément se baser sur ces semaines-là si vos téléphones se déchargent plus vite qu'avant. Alors moi, de ce que j'ai pu en tester sur ces 2 semaines d'utilisation, moi, pour rappel, juste avant cet iPhone 11 Pro Max, je possédais un iPhone 11. Lapsus. Je possédais un iPhone 10, donc un téléphone qui a 2 ans. Je terminais avec une utilisation, on va dire, intensive, mais pas trop. J'étais à 4-5 heures d'utilisation d'écran allumé dans la journée. Je terminais mes journées avec 30 à 40% sur l'iPhone 10. Là, sur les 2 semaines d'utilisation de l'iPhone 11 Pro Max, je termine les journées entre 65 et 75% de la batterie au moment d'aller me coucher. Donc clairement, il y a une énorme amélioration au niveau de la batterie. Comme je vous le dis, ces 2 semaines-là sont des semaines beaucoup plus éprouvantes pour les batteries. Donc dans le temps, on utilise moins nos téléphones. Donc si j'arrive déjà maintenant à terminer les journées avec, on va dire, grossièrement 70% de la batterie, j'ose imaginer dans les semaines, dans les mois qui viennent, je vais avec une utilisation, on va dire, normale de mon téléphone, je vais quasiment terminer mes journées à 80%, chose qui m'est jamais arrivée depuis que j'ai des iPhones. Alors, la batterie se recharge assez vite. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire dans cet épisode qui seront disponibles dans l'article en lien avec cet épisode qui sera disponible sur mon blog, c'est pour mapomme.blog. Et vous aurez donc pas mal de photos sur cet article, des exemples de photos, et puis tout un tas d'exemples dont je vais vous parler là, mais qui seront beaucoup plus visibles sur l'article. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour en savoir un peu plus et pour approfondir tout ce que je vais vous dire là. Pour revenir donc à la charge de la batterie, il y a de nombreux blogs américains qui ont fait des tests dès sa sortie. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais il s'avère que d'après leurs tests, un iPhone qui serait à 0, en 15 minutes, vous récupérez quasiment 30% de charge. Et pour une charge complète de l'iPhone, vous mettez quasiment entre 1h30 et 1h40. À savoir que maintenant, les iPhone 11 Pro sont livrés avec des chargeurs 18 watts. Les chargeurs 18 watts, pour rappel, c'est les chargeurs de l'iPad et de l'iPad Pro. Donc, c'est des chargeurs, on va dire, charge rapide qui vont vous permettre de gagner beaucoup de batterie en très peu de temps. Sur ces chargeurs-là, on peut dire que les 80-90% de batterie de première charge montent très vite. Et après, c'est les 10-15% restants qui mettent un peu plus longtemps à arriver. Autre petite chose au niveau des iPhones, sur les chargeurs, le chargeur de l'iPhone 11, quant à lui, est resté un chargeur de 5 watts, donc le chargeur qu'on a toujours eu dans les iPhones. Et ça, clairement, si quelqu'un de chez Apple m'entend, ce qui m'étonnerait bien, mais clairement, je trouve ça un peu pingre de la part d'Apple, sachant surtout que ce téléphone-là supporte très très bien la charge rapide, comme tous les dernières générations d'ailleurs, que ce soit l'iPhone 10, l'iPhone 10S, 10S Max, 10R, c'est tous des téléphones qui supportent très bien la charge rapide. Apple l'a dit. Donc je comprends toujours pas pourquoi Apple n'a pas mis le même chargeur sur les iPhone 11 et les iPhone 11 Pro, 11 Pro et 11 Pro Max. Mais bon, donc au niveau de la batterie, franchement, Apple ne nous a pas menti cette année.
ils ont fait de gros efforts sur l'autonomie et sur la charge. Clairement, les derniers iPhones, que ce soit les iPhone 10S, 10S Max ou 10, tenaient bien la charge. Mais là, quand vous terminez la journée avec plus de 60% de batterie, c'est vraiment agréable. Parce que si une journée ou un soir, vous n'avez pas l'occasion, vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez recharger, là, vous pouvez compter faire, on va dire, quasiment une deuxième journée complète avec avec une charge. Donc là, on arrive à un point où quasiment 2 jours avec une charge, ça commence à être pas mal. Parce que sur 2 jours, on va pas se mentir, on arrivera bien à trouver une prise. Donc ouais, pour finir sur ce point sur la batterie, clairement une grosse avancée cette année sur les derniers modèles. Avant de parler d'autres avancées, je voulais revenir sur deux petites choses. Deux petites choses qui, pour moi, alors bien sûr, et là je mets des gros guillemets, ça ne reste que des choses qui sont pour moi, et ça ne touchera peut-être pas tout le monde, mais pour moi c'est un retour en arrière sur ces nouveaux iPhones. Deux choses que j'ai remarquées, une chose vraiment qu'on savait, qui avait été dit par Apple, et une autre dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon utilisation, et je trouve clairement que c'est un retour en arrière. D'enlever des choses sur l'iPhone, alors d'en rajouter c'est bien, ça fait plaisir à tout le monde, mais d'en enlever, ça fait, quand on nous enlève quelque chose, ça nous fait jamais plaisir. Et là pour moi c'est des choses qui étaient assez importantes et assez utiles sur mon téléphone, donc voilà, ça m'a pas vraiment plu. Première chose, vous vous en doutez, je vais vous parler de l'abandon de la technologie 3D Touch. Il est vrai, clairement, que peu de gens l'utilisaient. Y a même des gens à qui vous parliez de cette technologie-là qui ne savaient même pas que c'était présent sur leur téléphone. Mais moi, je l'utilisais quasiment à chaque fois que j'utilisais mon téléphone. Pour, allez, on va dire entre 80 et 90% des apps que j'utilisais cette fonction 3D Touch pour aller plus vite, pour avoir des accès beaucoup plus rapides à des fonctions, des applications. Donc clairement, on va pas se mentir, ça m'énerve un peu que cette fonction soit plus disponible sur l'iPhone. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant au lieu de 3D Touch, on a l'appui non. Qui dans la finalité, je vous l'accorde, revient exactement au même sur l'usage. Mais au niveau de l'ergonomie d'utilisation, c'est beaucoup moins agréable et ça fait perdre énormément plus de temps. Parce que l'appui long, le 3D Touch, pour moi, c'était beaucoup plus rapide que cet appui long. Et même avec cet appui long, sur certaines fonctions, vous n'y arriverez pas du premier coup. Il faudra recommencer ou réessayer une deuxième fois. Et clairement, c'est une perte de temps quand c'est plusieurs fois dans la journée. À force, c'est une perte de temps. Autre disparition qui est pour moi un peu moins importante, mais que j'ai, comme je vous ai dit, que j'ai remarqué au fur et à mesure de mon utilisation. Si vous possédiez un iPhone d'ancienne génération de grande taille, c'est-à-dire la gamme des plus à l'époque, le 6 Plus, le 7 Plus, quand vous étiez sur l'écran d'accueil de votre iPhone et que vous basculiez le téléphone en mode paysage, toute l'interface du téléphone se mettait en mode paysage. Alors, peu de gens, c'est pareil que le 3D Touch, peu de gens s'en servaient, mais il y a des gens qui s'en servaient. Et je me suis rendu compte que sur ces derniers modèles, alors sur l'iPhone 11 Pro Max, parce que c'est celui que je possède, et c'est le gros modèle, c'était plus disponible. Alors je me suis renseigné un petit peu au cours de cette dernière semaine, et il s'avère que l'année dernière, au niveau des XS Max, donc le gros modèle de l'année dernière, ce n'était déjà plus disponible. Donc c'est une fonction qu'Apple a retirée depuis quasiment 2 ans et dont on a entendu parler de nulle part. Alors il y a deux choix, où tout le monde s'en fout, ou personne s'en est rendu compte. Mais alors, là je vous avoue clairement que j'irais plutôt sur la première solution, parce que c'est pas une fonction qui est très très utile, mais je ne doute pas qu'il y avait des gens quand même qui l'utilisaient, cette fonction-là. Donc voilà, c'est encore une chose qu'Apple a enlevée sur ses téléphones. Et voilà, je comprends pas réellement pourquoi. Bon, la première, on sait que le 3D Touch, c'est pour un gain de place, c'est pour un gain d'autonomie. La deuxième, je comprends pas pourquoi Apple l'a enlevé. Ça ne gênait personne. C'était peut-être
Ça drainait peut-être de la batterie et encore je sais même pas au niveau de l'interface. Non franchement là je comprends pas pourquoi Apple l'a enlevé. Voilà, c'est les deux points pour moi négatifs que je trouve sur ce téléphone. Enfin c'est deux points négatifs que je trouve sur ce téléphone et que j'ai pas trouvé, que je trouve que c'est pas très bien qu'Apple les ait enlevés alors que c'était des fonctions qui étaient quand même utilisées par des gens. Je vais vous parler maintenant d'autres améliorations sur les derniers modèles qui sont pour moi, à mon niveau, assez importantes, mais qui restent très peu visibles pour le commun des mortels. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas, on va dire, tech addict, qui ne passe pas sa vie à suivre les blogs, à s'intéresser à tout cet environnement, ne verra pas forcément ces changements. Mais pour quelqu'un qui s'y intéresse et qui utilise vraiment énormément son téléphone, bah, c'est des améliorations qui sont quand même assez importante et assez utile. Première amélioration, Face ID. Clairement, là, des 10 jours que j'utilise mon téléphone, il y a eu un énorme gain de vitesse au niveau du déverrouillage avec Face ID. Ça va beaucoup plus vite. Et même, on va dire, pour aller plus loin que ça, j'ai l'impression qu'ils ont amélioré tout le système de Face ID. On avait parlé, peu de temps avant la conférence, qu'Apple pourrait améliorer Face ID au niveau de l'angle de vision. Alors je dois vous avouer que j'ai entendu tout et son contraire sur le web. Des gens disaient que pour eux ça ne marchait toujours pas. Moi là j'ai encore essayé juste avant d'enregistrer cet épisode. Il s'avère que posé sur une table, alors il ne faut pas que le téléphone soit non plus à 1 mètre de moi, mais posé sur une table à côté de moi, j'arrive à le déverrouiller, alors que sur l'iPhone 10, il fallait quand même clairement que je lève le téléphone. Là maintenant, posé sur la table, il me reconnaît et il se déverrouille. Donc, je ne sais pas si c'est pour chez tout le monde pareil, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas pour mon utilisation, c'est une amélioration. Donc c'est une bonne chose. Autre petite amélioration que j'ai remarquée, alors c'est une fonction que j'utilise énormément, c'est la dictée vocale, que ce soit pour prendre des notes, pour dicter des messages. Et je me suis rendu compte là, sur cette utilisation d'une quinzaine de jours, que la dictée vocale avait vraiment été améliorée, tant au niveau vitesse qu'au niveau compréhension. Alors, sur l'iPhone 10, il est vrai que c'est un téléphone qui date déjà de 2 ans, mais c'était quand même assez rapide. Mais une fois sur deux, il avait du mal à comprendre il faisait beaucoup d'erreurs sur ce que je lui disais. Là, tous les tests que j'ai fait sur ces 10 jours, il s'est rarement trompé et on voit vraiment l'amélioration, clairement. Autre petit point important que peu de gens vont remarquer, c'est l'amélioration de l'écran. L'écran était déjà bon sur les anciens modèles, que ce soit les 10, les 10S, les 10S Max, tous les téléphones qui avaient un écran OLED, l'écran était très bon. Mais là, je dois avouer qu'en mettant le 10 et le 11 Pro l'un à côté de l'autre, on sent qu'il y a quand même encore un petit cran qui a été mis au-dessus et que l'écran a été encore amélioré un tout petit peu. Et donc, pour l'utilisation, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça fatigue moins les yeux, c'est beaucoup plus visible quand vous utilisez votre téléphone. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a DisplayMate qui est un site qui référence et qui note un peu tous les écrans du marché de smartphones, qui a donné sa note à l'iPhone 11 Pro et qui a dit que là, à cette heure-ci, au moment où j'enregistre, c'était le meilleur écran que vous pouviez trouver sur un smartphone. Donc voilà, c'est tous des petits points au final qui ne sont pas les points les plus importants d'un téléphone, mais qui mis l'un après l'autre font que l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max met encore la barre un tout petit peu au-dessus des modèles précédents. Maintenant, je voudrais passer au gros point de ce téléphone. On le sait, maintenant le cycle d'Apple sur ses iPhones est un cycle de 3 ans. Avant, Apple avait un cycle de 2 ans, l'iPhone normal et l'iPhone en S, et après on changeait de design et on passait à un autre numéro. Depuis quelques années maintenant, Apple est passé un cycle de 3 ans. On a le premier numéro, genre le 10. Après, on passe sur une amélioration de performance, l'année en S.
Et l'année suivante, on garde le même design, on fait des raffinements, de petits raffinements au niveau design, au niveau performance, mais surtout, on améliore grandement la partie photo et vidéo. Donc, comme vous vous en doutez, l'iPhone 10 a été le premier avec ce design. L'iPhone 10S et 10S Max l'année dernière, on a eu droit au même design, mais une amélioration, une grosse amélioration de performance. Et cette année, on a un raffinement de tout l'ensemble et une grosse amélioration au niveau photo-vidéo. Avant l'iPhone, sur les précédents modèles, on avait droit à 2 objectifs. Un modèle grand angle, on va dire, et un modèle téléobjectif. Le grand angle était une focale de 26 mm. Le téléobjectif était l'équivalent d'une focale de 52 mm. Cette année, on a droit à un 3e objectif sur les nouveaux iPhones. Cette 3e focale est égale à, on va dire, une équivalence de 13 mm, ce qui est un ultra grand angle. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça sert vraiment ? Oui, j'ai envie de vous répondre oui. Sur certaines utilisations, en vidéo, ça va être assez utile d'avoir un grand angle. Et encore que sur ce point-là, je vais y revenir, c'est assez mitigé. En photo, vous allez être beaucoup plus créatif, enfin, vous aurez le choix d'être beaucoup plus créatif avec une telle focale, parce que c'est des angles de vue qui sont quand même assez rares sur les boîtes, enfin sur les objectifs d'origine. Quand vous achetez un boîtier photo, c'est quand même assez rare. Donc voilà, ça va donner l'occasion d'être un peu plus créatif au niveau de vos prises de vue. Comme je vous le disais juste avant, au niveau vidéo, le fait d'avoir un ultra grand angle peut être très intéressant, à l'exception près que ce grand angle sur l'iPhone des 3 objectifs, c'est le seul qui n'est pas stabilisé. Donc pour faire de la vidéo, ça va quand même être un tout petit peu difficile, à moins d'utiliser les stabilisateurs, les gimbals, qui vont rendre votre image beaucoup plus stable. Mais comme ça, à main levée, le grand angle par rapport à ces 2 confrères, le 26 mm et le 52, qui sont eux stabilisés, ça va être assez difficile en vidéo. Autre point sur lequel Apple a mis un grand coup cette année, enfin du moins pour moi, c'est un grand coup qui a été mis sur ce point-là, c'est la colorimétrie des focales, des capteurs, pardon. Apple a réussi, clairement, on ne peut pas utiliser d'autres mots, Apple a réussi un tour de force cette année d'avoir exactement la même colorimétrie sur ces 3 capteurs. Alors, vous allez me dire, oui, c'est intéressant, mais à quoi ça sert ? Ça sert à avoir exactement, comme son nom l'indique, d'avoir exactement les mêmes teintes sur 3 capteurs, ce qui va être très utile, surtout en vidéo, quand vous allez passer d'un capteur à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même que l'iPhone est, à cette heure-ci, le seul téléphone du marché à avoir cette cohérence au niveau colorimétrie, au niveau de ces différents capteurs. Donc voilà, pour moi, ce point-là est un point assez important. Apple a ajouté quelques autres petites nouveautés au niveau de la photo et de la vidéo qui touchent vraiment par rapport au grand angle. Maintenant, quand vous prenez votre photo, on va dire en grand angle, le grand angle normal, c'est-à-dire le 26 mm, on s'y perd un peu au niveau de ces focales, mais quand vous prenez une photo 26 mm maintenant, sur votre interface de téléphone, les côtés, on va dire, de la photo sont noircis, mais sont toujours translucides. Ce qui permet en fait de voir ce que donnerait votre photo si vous utilisiez l'ultra grand angle. Alors ça sert à quoi ? Vous allez me dire, ça sert à plusieurs choses. Déjà à vous pousser à utiliser cet ultra grand angle, à vous montrer que vous pouvez faire quelque chose de plus créatif ou de différent avec l'ultra grand angle. Mais ça sert aussi à une deuxième chose, c'est-à-dire à recadrer votre photo. Quand vous allez prendre votre photo, le fait de voir ces côtés obscurcis mais visibles, ça va vous permettre de recadrer votre photo et de bien vous centrer pour avoir le sujet que vous voulez prendre en photo. Autre chose concernant ceci, c'est que Apple, dans les réglages du téléphone, a mis un petit réglage qui permet ça s'appelle capture hors du cadre. Et ça vous permet en fait, quand vous prenez une photo, quand vous prenez une vidéo, de capturer 2 flux en fait. Le flux que vous voyez dans le cadre, plus le flux qui est dans ces coins obscurcis. Ce qui va vous permettre au final de faire votre recadrage, mais après avoir pris la photo, en post-production. Et ça clairement, c'est assez important. Si vous prenez une photo et que
en la regardant, vous vous rendez compte que vous l'avez loupé, qu'il y a une personne qui est coupée en deux, vous aurez toujours, en mettant ce réglage-là, le moyen de revenir en arrière ou de recadrer un petit peu votre photo. Autre point sur lequel Apple était très 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 attendu et surtout était très en retard par rapport à ses concurrents, c'était le mode nuit. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose parce que c'est des photos, donc il faut que ça soit visible. Donc là, vraiment, je vous pousse à aller voir sur le blog. Il y a énormément d'exemples que j'ai pris de mode nuit en mode nuit désactivé et en mode nuit pour voir les différences entre une photo et l'autre. Donc là, si vous voulez aller voir. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que clairement, Apple ne dépasse pas les autres. Et encore, quoique sur certains types de photos, on n'est pas loin. Mais Apple a clairement repris son retard au niveau de la photo de nuit. Il est capable maintenant, l'iPhone, de faire des choses assez exceptionnelles en basse luminosité. Et comme je vous dis, allez voir sur le blog, allez voir l'article. Vous verrez surtout la dernière photo, une photo que j'ai prise de mon salon qui était quasiment dans le noir avec le mode nuit désactivé et qui... Alors ça peut même paraître irréel, on va dire, et pourtant je vous jure que la photo a été prise dans strictement les mêmes positions et les mêmes réglages, à part le réglage de nuit bien sûr, mais sur la deuxième photo, on pourrait clairement croire que la photo a été prise avec toutes les lumières allumées de la pièce. Dernier point sur lequel je voulais revenir au niveau de la photo et de la vidéo, alors c'est quelque chose qui touche à la photo et la vidéo, mais sans réellement y toucher. Apple a rajouté une fonction cette année sur ses nouveaux iPhones qu'elle appelle Audio Zoom. Alors vous allez me dire à quoi ça sert Audio Zoom ? Tout simplement, c'est que maintenant le haut-parleur de l'iPhone va s'adapter à la focale que vous utilisez. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser une focale qui est courte, c'est-à-dire plus vous allez zoomer vers un sujet, plus le téléphone va essayer de masquer tous les bruits environnants pour se concentrer sur ce qu'il a, sur le sujet qu'il a à l'écran. Alors ça servira pas forcément à tout le monde, mais pour toutes les personnes qui font du vlog, qui font du YouTube ou qui utilisent la vidéo pour parler à leur écran, c'est une fonction qui sera clairement assez utile. Donc voilà, c'est un peu décousu, je m'en excuse, mais j'ai énormément de choses que j'ai testées sur ces 15 jours. Au final, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet iPhone ? Est-ce que moi je suis content d'avoir fait l'upgrade ? J'ai envie de dire oui, parce que moi je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément à la photo, qui fait beaucoup de photos. Donc pour moi l'upgrade est assez important. Après, si c'est une fonction de votre téléphone que vous n'utilisez pas, et je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, si vous utilisez un téléphone qui date, on va dire, d'après l'iPhone 8, donc iPhone 8, iPhone 10, iPhone 10S, j'ai pas clairement l'impression que l'upgrade soit nécessaire. Surtout que si on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le cycle 3 ans des nouveaux téléphones, on se doute, et maintenant c'est quasiment clair, que le nouveau design et les grosses avancées arriveront l'année prochaine. Quand je parle de grosses avancées, c'est principalement le port USB-C, la 5G, toutes ces nouveautés-là, et surtout un nouveau design du téléphone arriveront l'année prochaine. Donc si vous possédez un téléphone, comme je vous dis, d'après iPhone 8, l'upgrade n'est pas forcément nécessaire. Après, rien ne vous empêche de vous faire plaisir, mais l'upgrade n'est pas forcément nécessaire au niveau matériel. Après, au niveau de la taille, est-ce qu'on doit prendre un gros ? Est-ce qu'on doit prendre un petit modèle ? Moi, je dois vous avouer que j'ai passé 2 ans avec un iPhone 10. Je suis repassé à un modèle Pro Max parce que je l'avais déjà dit à l'époque où j'étais passé sur le 10. J'avais peur que l'écran du 10, pour moi, soit un peu petit. Moi qui venais d'un plus avant, l'écran et puis le form factor du téléphone au final. Et oui, je me rends compte avec l'usage que l'écran est un peu petit en 5,8 pouces, que le form factor, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit téléphone dans les mains, alors que j'ai plus l'habitude et je préfère, moi, avoir un téléphone de plus grande taille dans les mains. Donc je suis repassé à un max, mais bon, après c'est à l'appréciation de chacun. Moi je trouve que j'ai plus l'habitude et j'ai plus de facilité avec un modèle comme ça. Donc voilà,
Pour finir, c'est à peu près tout. Je m'excuse, c'est un peu décousu toutes les explications que je vous ai faites, mais en même temps, j'ai l'article là sous les yeux sur mon iPad pour essayer de ne pas oublier. De ne pas oublier quelque chose. Donc j'ai l'article que je vous ai écrit. D'ailleurs, je vous engage à aller sur le blog, voir l'article. Vous verrez tous les exemples de photos que j'ai pu faire, que ce soit sur les différentes focales de l'iPhone 11 Pro Max et surtout sur les photos de nuit avec et sans le mode nuit, qui sont assez exceptionnelles, je le rappelle. Donc voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vous laisse là. C'est un épisode qui est déjà très long, qui dure plus d'une demi-heure. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et n'oubliez pas d'aller liker le podcast et d'aller mettre un commentaire sur iTunes. Ça aidera le podcast à se faire connaître et à remonter dans les classements. À la prochaine. Ciao.